Bonjour tout le monde, en version française de retour pour 3 vidéos. Alors je vous attendrai pas à des mois, 4 mois, 5 mois pour avoir les 3. Enfin, je ne peux pas vous promettre pour la dernière, mais en tout cas, la suivante arrivera relativement vite, puisqu'il y aura des dégustations. J'en reparlerai peut-être plus tard, quelques bouteilles sur ma table. Mais les 2 bouteilles cachées, ou 3, on ne sait pas, derrière la carte d'Écosse, c'est autre chose, c'est pour le sujet du jour. Sujet que j'ai finalement décidé de mettre avant les dégustations. Voilà, je reprends un petit peu les choses après une période très chaude. Il fait encore un peu chaud chez moi, mais heureusement, ça commence à aller mieux. Je vais pouvoir reprendre les dégustations en anglais, en français. Et aussi, les salons arrivent, donc gros truc. Où est-ce que j'ai mis ça? Oui, je peux déjà vous dire, le Whisky Life Paris est décalé en octobre. Je ne sais pas encore quand j'irai, mais je compte bien y aller. Voilà, pour ceux qui veulent soit me rencontrer là-bas, soit tout simplement savoir que je ferai des reportages dessus sur ma chaîne et ou sur Instagram, ou les deux, comme j'ai fait l'année dernière. Avant cela, je vais me rendre pour la première fois au salon France Quintessence. Le contexte est un peu compliqué pourquoi je n'y suis pas allé avant, on y reviendra peut-être. En tout cas, cette fois-ci, j'y vais et voilà, avec plaisir et avec accréditation. C'était important pour moi d'y aller de cette manière avec eux. Je serai aussi au salon du gars 2 jours, ça c'est super, parce que j'ai jamais pu y aller 2 jours de suite jusqu'à présent. Voilà, il y a aussi, alors ça vous intéresse peut-être moins, mais il y a Gin Ciders aussi, qui est le salon du gin qui a changé de nom. Ça, ce sera fin septembre, je crois. En tout cas, ça sera en septembre. Il y a aussi peut-être un autre salon pour lequel, voilà, il est possible que j'aille uniquement pour découvrir une seule distillerie. C'est un peu compliqué, mais comme c'est une distillerie française, voilà. Qui me l'a suggéré. J'ai dit, je vais voir ce que je peux faire. Avant cela, donc, au fil des discussions avec les uns et les autres, je veux dire mon public francophone, je me suis aperçu que certains étaient désireux de conseils par rapport au fait de débuter ou de constituer sa propre collection de whisky. Donc je me suis dit pourquoi pas faire ce numéro-là avant les numéros de dégustation, les vidéos de dégustation qui vont venir, avec voilà, une approche plus générale, et ensuite peut-être je reviendrai dans une seconde partie à l'intérieur de la même vidéo, rassurez-vous, sur un peu plus en détail. Il n'y aura quasiment pas de bouteilles montrées dans cette vidéo, c'est un peu volontaire, c'est aussi pour maîtriser mieux le temps et l'espace, parce que ça prendra énormément de place. Et aussi parfois, il faut aussi que voilà, chacun se fasse son propre chemin, et je vais vous expliquer pourquoi et comment. Voilà. Et aussi, à une certaine étape, je vais vous montrer ce qu'il y a derrière la carte, et ça a une signification par rapport au thème. Donc comment débuter une collection de whisky, et comment débuter une collection de whisky à l'attention du public francophone. Et désolé pour les autres, parce que je ne connais pas ce qu'il y a de disponible sur votre marché, plutôt sur la métropole française, ou si c'est les dom-toms, vous pouvez aussi vous reposer sur les cavistes qui sont liés aux gros groupes ou aux gros intervenants. C'est pas pour donner des marques, mais comme la maison de whisky, maison du gars, etc. Je sais que dans les dom-toms, il y a des relais. Après, sur La Réunion, bien sûr, il y a la maison de whisky et La Réunion. Donc là, vous avez une énorme chance pour avoir accès à beaucoup de choses. Après, bon, la question du prix, on y reviendra, c'est une autre question, mais très importante. Voilà, donc comment définir une collection de whisky? Il y a d'abord des fondamentaux à savoir et surtout à définir vous-même. C'est pas moi qui vais vous dire comment faire. Moi, je peux juste vous éclairer, vous donner des conseils en tant que dégustateur, collectionneur depuis 25 ans environ, si c'est pas un peu plus. Et ayant commencé extrêmement modestement, vous allez le comprendre un peu plus tard,
pour arriver aujourd'hui à plusieurs centaines de bouteilles. C'est une passion dévorante, c'est une passion coûteuse, une passion aussi qui demande une certaine rigueur au niveau de l'ordre, au niveau, tiens j'ai oublié de le noter, au niveau organisationnel et au niveau de la manière dont vous la gérez. Voilà. Définir l'objectif de la collection, ce serait le premier point. Alors attendez, je vais juste faire une interruption, pardon. Voilà, excusez-moi, il y aura environ 9 points en fait qui seront soulevés, dont surtout on va dire 8, et le dernier qui ne viendra pas en dernier, ça sera pour détailler un peu plus le contenu de votre potentielle collection. Voilà, définir l'objectif de votre collection. Et là, je serais tenté de dire, je sais c'est compliqué, désolé, ça part sur 2 axes. Le premier axe, super important, pourquoi vous voulez avoir une collection de whisky? Est-ce que vous voulez avoir une collection de whisky en tant que collectionneur au sens extrêmement strict du terme? C'est-à-dire vous voulez avoir des bouteilles, vous voulez avoir une collection de belles bouteilles, des choses comme ça, mais vous n'allez pas les boire. C'est comme ça, malheureusement. Le whisky est fait pour être bu, mais il y a des personnes qui préfèrent avoir des collections, y compris de choses qui se mangent ou qui se boivent, mais qui sont intactes, qui ne sont pas altérées en aucune manière, à part par le temps. Autre question, on reviendra un tout petit peu sur les questions de conservation un peu plus tard, mais je ferai une vidéo spécifique, rassurez-vous, parce qu'il y a beaucoup à dire. Donc, est-ce que c'est pour garder ces bouteilles fermées? Moi, au jour d'aujourd'hui, à part les doubles ou voire les triples, ce qui est très rare, triple ou quadruple, c'est extrêmement rare. Bouteilles de réserve, je veux dire, pour la même référence, les 3/4 sont ouvertes au jour d'aujourd'hui. Elles ont été ouvertes aussi après l'année 2020 pour des raisons très pragmatiques et pas très joyeuses, c'est-à-dire la peur de mourir, simplement, suite à un AIT qui est presque un AVC, où j'ai eu vraiment très peur et où je me suis dit, bon, j'ai de potentielles très belles bouteilles fermées, 2 ou 3 que j'aimerais bien ouvrir, voir à quoi ça ressemble avant d'aller voir ailleurs. Pardon. Donc je vais les ouvrir. Et puis, de préférence, si j'ai des visiteurs, mais si j'ai beaucoup moins de visiteurs maintenant, voilà, partager l'expérience de ces bouteilles. Mes plus belles bouteilles, vous savez, je les déguste rarement seul. Je veux dire, les bouteilles qui sont rares, etc. Parce que le whisky, c'est quelque chose qui est de l'ordre du partage. Mais je respecte ceux qui vont constituer une collection pour la conserver sans y toucher. C'est un peu dur du point de vue du passionné que je suis de voir ça, mais pourquoi pas? Vous pouvez faire ça aussi. Maintenant, vous pouvez aussi décider que vous n'allez pas avoir beaucoup de bouteilles, mais que vous allez toutes les boire, alors bien sûr avec modération, hein, toutes les ouvrir dans l'objectif de les boire, soit seul, soit avec des amis, etc., dans des circonstances de fête ou diverses occasions. Et vous pouvez faire ce que moi j'ai fait pendant très longtemps, et ce qui maintenant est moins le cas, puisque comme je vous ai dit, j'ai quasiment tout ouvert, sauf les doubles, et quelques rares bouteilles qui ne seraient pas encore ouvertes, mais dont j'ai une idée du goût. Vous pouvez faire les deux, c'est-à-dire principalement les boire et garder, par exemple, ça c'est mon conseil, ça c'est super important, si vous aimez beaucoup une bouteille, donc c'est raisonnable, il ne s'agit pas, on y reviendra pour la question de budget, de vous ruiner. Si vous trouvez que cette bouteille est vraiment très bonne, c'est vraiment à votre goût, vous n'êtes pas sûr que le lot suivant, que ce soit, attention, l'histoire de l'eau, que ce soit une référence régulière. Vous voyez derrière moi le Springbank 10, mauvais exemple peut-être, parce qu'il y a beaucoup de variations de l'eau, mais elles sont plutôt positives en général. Mais voilà, un X whisky 10 ans d'âge, bon, écossais, truc connu, bon voilà. Que ce soit ça, que ce soit une référence plus limitée, que ce soit un assemblage de grains d'orge, etc., un blended scotch, ou un assemblage que de malt, blended malt, et encore je ne parle pas des autres types de whisky.
Vous allez avoir un numéro de lot. Vous allez avoir ne vous fiez pas au code barre, parce que le code barre, malheureusement, c'est plutôt le code barre de la référence dans l'absolu, c'est-à-dire Springbank 10 ans, pour reprendre cet exemple. Ce n'est pas la référence qui va vous indiquer Springbank 10 ans, tel lot de telle année, mise en bouteille tant, telle date. Attention. Donc, il vaut mieux voir la sérigraphie quand il y en a une, ou encore mieux, si c'est un single casque, ça sera toujours indiqué normalement sur l'étiquette, distiller le temps, embouteiller le temps. Si c'est pas le jour et le mois, ça sera l'année. Voilà, donc regardez la sérigraphie des bouteilles. Je ne vais pas revenir là-dessus avec des exemples, mais ce qu'il y a, en général, c'est très difficile à lire, c'est tout petit. Ça peut être gravé sur le bas de la bouteille, comme ça peut être une impression en noir sur le fond plus ou moins foncé de la bouteille, sur le verre. Donc voilà, il faut vraiment regarder ça de très près, même avec une loupe. Si vous n'avez pas de date, vous avez un code souvent L avec une série de chiffres derrière. Alors attention, parfois les chiffres peuvent indiquer L22 par exemple, que ça a été embouteillé en 2022, mais parfois ça peut partir sur toute une autre série de chiffres. Ça demeure compliqué au niveau lisibilité. Mais bon, ce n'était pas l'objet de la vidéo. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Pour vous dire, s'il y a une bouteille que vous trouvez vraiment super, et que vous avez le budget, pas forcément tout de suite, mais dans quelques semaines, un mois, allez voir l'endroit où vous l'avez acheté, et voyez si vous pouvez obtenir une deuxième bouteille, en vérifiant bien les références dont je vous ai parlé, pour ouvrir plus tard. Voilà, là on vient à un autre sujet que je reviendrai très vite, qui est la peur de manquer, fear of missing out. Mais voilà, ensuite, j'espère que c'est compréhensible jusqu'à là. L'autre axe, c'est quel type de collection vous voulez, au-delà de boire ou pas boire plus tard, etc. Ou ne rien, juste l'avoir en vitrine. Bon. Quel type de collection vous voulez? Alors au début, moi j'ai commencé sans me poser la question, bien sûr, puis petit à petit, je vais en reparler après, je me suis donné un objectif qui a changé en cours de route, mais qui a été longtemps le même. Et donc c'est la première option, bien sûr il y en a plein d'autres. Hein. La première option, c'est je veux une collection exhaustive. Et mon objectif à l'époque, c'était exhaustif par rapport à l'Écosse. C'est-à-dire je veux des whiskies de toutes les régions, et je veux, si possible, plusieurs whiskies par région, quand il y en a. J'y reviendrai après, je vais vous l'expliquer plus en détail après. Ensuite, est-ce que l'objectif, si ce n'est pas l'exhaustivité, certains collectionneurs, y compris certains collectionneurs très connus, choisissent de se spécialiser d'entrée de jeu. C'est-à-dire, ils ont déjà goûté des whiskies, par exemple, pas forcément obligatoire, mais ils ont une petite expérience, ils vont peut-être avoir une dizaine, vingtaine de bouteilles, je ne sais pas, un peu de différentes choses, et à un moment donné, ils se disent, bon, ok, bon, je vais prendre l'exemple, j'ai oublié, je vais me tromper, je suis sûr, mais c'est pas grave. Il me semble que Luc Timmermans, c'était la Frog, mais parfois je me dis c'est Glenfarclas. Bon, il faudra vérifier, peu importe. On va dire Monsieur X, voilà, comme ça. Monsieur X adore la Frog, distillerie écossaise de l'île d'Islay, donc qui fait les whiskies tourbés. Donc Monsieur X, lui, il veut avoir tous les Lafroig qui existent et on va voir ça en deuxième point plutôt, dans la limite de son budget, qui est une donnée ultra importante. En gros, il y a 3 données super importantes, et après on y revient. L'objectif de votre collection, vous voulez faire quel type de collection, le budget et la place qui est allouée, même si c'est un facteur évolutif. Bon. Donc dans le définir une collection spécialisée, vous pouvez spécialiser par distillerie, vous pouvez spécialiser par pays, donc je veux m'acheter que des whiskies écossais par exemple, ou je veux m'acheter que des whiskies américains, irlandais, etc. Vous
pouvez spécialiser par distillerie, comme j'ai déjà dit, mais vous pouvez aussi spécialiser par distillerie fermée, par exemple. Alors là, il faut un gros budget, je ne vous cache pas, surtout depuis 10 ans, 15 ans. Avant, c'était plus faisable. Quand j'ai débuté, il y avait des distilleries fermées à 150, l'équivalent de 150 euros, 200 euros maximum, on va dire, dans ce qui était trouvable pas trop difficilement. Aujourd'hui, ces mêmes whisky ne sont pas trouvables à moins de 1500, 2000. Bon, voilà, c'est une autre époque. Vous pouvez aussi vous spécialiser dans les miniatures. Alors les miniatures officielles, bon, j'en ai pas sous le coude, j'en ai ailleurs, bien sûr. Mais vous voyez ce que c'est, ces petites bouteilles en général de 5 centilitres, parfois moins, parfois plus. Il y a des collectionneurs qui spécialisent en miniatures. Alors attention, vous pouvez vous spécialiser en miniatures embouteillées par les distilleries ou les négociants, et vous pouvez vous spécialiser aussi par les samples échantillons que vous aurez achetés. Il y a certains sites en ligne. Alors le problème, c'est s'ils sont anglo-saxons maintenant, avec le Brexit et autres soucis de taxes, ça va être très compliqué de les avoir. Vous pouvez vous rabattre sur l'Europe continentale, en Hollande notamment, chez Van Zuylen et autres. Vous avez des échantillons qui sont pour le coup mis en bouteille soit par la boutique de vente en ligne par exemple, soit par le distillateur pour eux. À mon avis, c'est plutôt le contraire, mais bon. C'est-à-dire c'est la boutique qui reconditionne les bouteilles en échantillons plus petits. Bon, c'est une zone encore grise, hein, je ne vous cache pas. Mais voilà. Par contre, attention, la pérennité des échantillons pose le même problème que la pérennité des bouteilles, avec les histoires de bouchons. J'y reviendrai encore une fois plus tard. Donc il faut surveiller votre collection. Ça, c'est un point que j'ai noté de manière... voilà, j'ai pas mis le terme, là je le note. Surveillez votre collection. Ça, c'est très important. Voilà, bon, déjà quelques premiers points. Le budget. Combien pensez-vous dépenser pour vous constituer, pour la débuter, pour la faire vivre, votre collection? Essayez de chiffrer par mois, par an. Essayez absolument de chiffrer et si possible, c'est mon conseil pour ne pas être dépassé et voilà, finir avec 2 francs 6 sous, si j'ose dire, vieille expression. Essayez de dédier un budget que pour l'achat de bouteilles de whisky. Ce serait l'idéal. Par exemple, si vous avez une source de recettes particulière qui est en plus de ce que vous gagnez par votre salaire ou qui est, mettons, les primes ou des choses comme ça, si vous jouez, vous faites des choses, je ne vais pas encourager des... Bon. Mais vous voyez ce que je veux dire. Si vous avez une source d'appoint au revenu, à votre revenu principal, vous pouvez la dédier à ça avec moindre risque que si vous tapez dans votre budget mensuel. Voilà. Bon, ça, vous êtes des grands garçons, des grandes filles, entre guillemets. Vous gérerez ça probablement mieux que moi. Ensuite, la place. Ne faites pas comme moi. Je me suis fait submerger au fur et à mesure de mes déménagements par la quantité et par voilà, le désir d'avoir des choses exhaustives et voilà, évidemment, au bout d'un moment, l'endroit n'est pas adapté. Ça, c'est un autre problème aussi. J'ai pas parlé de ça, le logement. Évidemment, si vous avez une super maison de plein pied avec de la pierre, c'est absolument l'idéal. Si c'est bien construit, vous aurez une pièce avec une température constante dans les 15, 18, je ne sais pas. Et là, c'est parfait pour votre cave à whisky. Pour le vin, probablement aussi. Je reviendrai sur les questions de conservation, comme j'ai dit dans une vidéo spécifique, sinon ce serait trop long. Mais voilà, essayez d'avoir un lieu adapté et aussi, alors... je reviendrai, mais je suis très mauvais là-dedans. La preuve, celle qui est derrière moi, celle-là est un peu mieux. Les étagères, il faut qu'elles soient costauds. Il faut qu'elles puissent supporter 15, 20, 30 kilos facilement, beaucoup plus que ce qui est souvent marqué sur les catalogues de vente des bibliothèques et des meubles. Voilà, donc préférez à la limite les
carrément les meubles métalliques, les étagères métalliques qui sont faites pour du matériel de bricolage et autres, les perceuses et tout, doivent pouvoir supporter beaucoup de poids. Honnêtement, avec le temps, même si moi il n'y a pas la place pour, etc., j'ai pas su m'adapter à ça, mais dans mon prochain logement, ce sera une nécessité absolue de tout redéfinir en tant qu'espace le plus homogène possible. Ça aussi, c'est un conseil que je vous donne. Pour votre collection chez vous, essayez de dédier des espaces par rapport aux spécialités que vous avez choisies. Ou, par exemple, je donne un exemple, si vous avez choisi l'Écosse, si vous avez un énorme meuble et des meubles plus petits sur la configuration de votre appartement, votre maison ou appartement, si vous avez un énorme meuble et des meubles plus petits, dans l'énorme meuble, mettez tout ce qui est Speyside et Highlands parce que c'est le plus grand nombre de distilleries. Et dans les autres, mettez les Islay, mettez les Lowlands, mettez, il y a la carte derrière moi, je vais en reparler, Campbelltown, etc. Et puis une autre étagère pour les blends, si vous aimez les blends, et si vous avez pour les autres pays. Voilà. Premier conseil, donc la place. La question en anglais, on dit FOMO, Fear of Missing Out, donc la peur de manquer, la peur de passer à côté de certains whiskies. Ça, je vais vous dire tout de suite, ça vous arrivera de toute façon, quel que soit le type de collection, à moins d'être super rigoureux sur le budget et d'être très modeste sur vos objectifs, genre je veux pas plus de 30 whisky dans ma collection, ce qui peut tout à fait se concevoir, ou 20 ou 10. Dans la peur de louper des choses, c'est terrible parce que il faut savoir que le marketing, aussi les distilleries, les maisons de distribution, les boutiques, vous bombardent toute la journée ou toute la semaine de publicité, vous disant attention, nouvelle version de tel whisky, c'est super rare, c'est super intéressant, c'est ci, c'est ça, blablabla. Bon. Essayez de ne pas vous faire avoir, réfléchissez, prenez des avis sur les whiskies, consultez les personnes en qui vous avez confiance, que ce soit sur des blogs, des sites, des podcasts, des chaînes YouTube, des cavistes, ceux que vous savez être compétents et passionnés, parce que malheureusement les autres, comme souvent le whisky est un parent pauvre des boutiques, des caves en France, c'est normal, nous sommes le pays du vin d'abord. Donc les cavistes sont le plus souvent formés à déguster du vin et à avoir du vin de plein de régions, etc., que d'avoir beaucoup de whisky, et ils n'ont pas toujours le temps, l'envie aussi peut-être, mais ils n'ont pas toujours le temps de déguster tout ce qu'ils vont vendre en tant que whisky. Voilà, gardez ça en tête. Par contre, certains, vous le saurez assez vite en discutant, se font l'obligation de tout goûter. Avant de dire ça, je prends pour ma cave, ça c'est les indépendants, c'est moins vrai dans les grosses chaînes. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà, n'attendez pas le même niveau de connaissance, par exemple, désolé les gars, chez votre Nicolas du coin, sauf si la personne est passionnée, bien sûr, que à la maison de whisky. Voilà, on est cave généraliste, multi-spiritueux, multi-vin, etc., face à cave spécialisée whisky et autres spiritueux. Bon, vous ne pouvez pas attendre le même niveau de connaissance. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre tout ce que vous dit la maison de whisky pour argent comptant. Je vais faire mon anti-langue de bois ici. Parfois, on vous oriente vers des choses qu'ils ont l'intérêt aussi de vendre pour des raisons financières et autres, d'avantages ou d'amitié avec certains producteurs indépendants. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça ne veut pas dire que ça sera forcément un mauvais conseil non plus, bien sûr. Il y a une expression anglaise que j'adore à ce sujet, c'est « try before you buy », essayez avant d'acheter. Vous allez me dire « ouais, mais Greg, c'est facile à dire, ça ne peut pas se faire partout ». Effectivement. Mais vous avez maintenant plusieurs, je ne vais pas faire de la publicité, j'en ai déjà parlé sur Instagram, vous avez plusieurs bars spécialisés, vous n'êtes pas obligé d'aller au Golden Promise, où c'est très cher, pardon les gars, mais c'est quand même assez cher, le verre. Vous avez des bars plus ou moins spécialisés spiritueux, où vous pouvez goûter des choses,
Et vous savez, des salons aussi maintenant, de plus en plus. Là, on va arriver, il y a 4 salons à venir. Vous êtes susceptibles, je dis pas des bêtises, 1, 2, 3 au moins, oui. Au moins 3 où vous allez pouvoir goûter pas mal de whisky. Donc, et vous avez un mini-salon, là je fais de la pub parce que je trouve que démocratiquement, ce qu'ils font est extraordinaire. Pour 15 € seulement, le salon annuel de The Whisky Shop Paris. Ils m'ont pas payé pour ça, mais je leur rends hommage chaque année parce que où est-ce que vous allez trouver 60 whisky, grosso modo, à déguster pour un prix d'entrée de 15 € avec la possibilité de gagner des whiskies beaucoup plus chers. Franchement, voilà, il faut en profiter. Si vous allez chez des amis, etc., vous pouvez aussi goûter des choses, demander à goûter des choses. Bon, si vous demandez, vous venez chez moi, vous voulez tout goûter, vous goûtez énormément de choses sans rien apporter, non. Il faut être quand même décent et il faut être un petit peu respectueux, voilà. Mais bon, c'est juste un exemple. Qu'est-ce que je veux dire par là? Try before you buy, goûter avant d'acheter, ça vous évite des déconvenus. Ça vous évite de... Si la bouteille est belle, la publicité est belle, vous dites « Ah, ça, faut absolument que je l'ai ». Vous l'achetez sans avoir goûté, c'est pas à votre goût, ça veut pas dire que c'est pas bon, mais ce n'est pas à votre goût. Le problème, c'est ça le plus important. Il faut que ce soit à votre goût. Quel que soit ce que disent les critiques, moi et d'autres, il faut que ce soit à votre goût. Et le meilleur moyen pour connaître cette information, c'est de la goûter vous-même. Voilà. Si c'est possible, bien sûr, ça n'est pas toujours le cas. Ça nous amène à mon expérience à moi. Mon expérience à moi, ça a été... Oui, je les cache juste pour un tout petit minimum de suspense, un peu, voilà, peut-être symbolique. Comment a commencé ma collection? Avec, alors pas exactement les mêmes, mais 2 bouteilles. 2 bouteilles seulement. Alors, c'est pas exactement celui que vous voyez là, je vais vous le dévoiler. Là, c'est un blended scotch actuel, le Ballantine's 12 ans, que je défends toujours. Il a changé, mais pour moi, c'est toujours une belle référence. De blended scotch whisky. À l'époque, j'avais acheté le Ballantine's 12 ans pur malt, qui était un blended malt. Alors, je reviendrai sur cette dénomination de pur malt qui pose énormément de problèmes pour les whiskies français, je ne vous le cache pas, plus maintenant que pour l'Écosse. Et un single malt qui est mon gros coup de cœur de mes débuts et qui l'est toujours maintenant, même si hélas la qualité, le style a changé. Glenlivet 12 ans. Voilà, c'est aussi, j'ai découvert ça vers les années 2000 et c'est aussi symbolique puisque c'était le verre de bienvenue, un des rares whisky qui est disponible un peu partout, en écossais je veux dire, aux États-Unis. Et lors de mon premier voyage en Écosse, en Écosse aussi, en 2002, et aux États-Unis en 2002, c'était le verre de bienvenue dans un bar au fin fond de l'Hudson River, il était bien meilleur que maintenant. Voilà. Donc pour... et aussi, oui, voilà. Donc moi, j'ai constitué très vite, je reviendrai peut-être sur une vidéo spécifique, je ne vais pas vous embêter trop avec ma collection, mais j'ai quelques statistiques. Je ne vais pas vous donner des statistiques indiscrètes du genre combien j'ai de whisky, vous vous doutez que c'est plusieurs de centaines. Mais j'ai un tableau, ça nous amène à un conseil que je voudrais vous donner. Voilà. Conseil que j'aimerais vous donner, quand vous allez commencer à avoir 10, 15, 20, 30 bouteilles, voire plus, commencez à vous constituer une liste. J'espère que ça ne va pas sauter. Oh, parce que j'ai fait un switch avec d'autres fichiers pour essayer de trouver des infos sur ma collection. Essayez de garder trace de vos achats. Le prix, c'est important pour voir l'évolution. Le prix, le lieu. Bien sûr, les références de la bouteille. Bon, je sais que vous n'aurez pas tout de suite ce réflexe-là, mais plus tard, vous verrez quand vous achèterez votre 15e Glenlivet ou Ardbeg 10, 12, vous vous direz, tiens, il ne ressemble pas au précédent, ni à celui d'avant, ou il est bien meilleur que celui d'avant. Pourquoi? Comment? C'est quoi le numéro de lot? Ah, ben, je ne l'avais pas noté. Eh ben, c'est bien dommage. Il faut savoir que certaines enchères, ventes aux enchères, pour les références qui ne sont pas très recherchées,
comme celle sur la table, vous pouvez parfois retrouver exactement le même lot et pas très cher. Donc voilà, c'est important. Notez aussi, commencez à noter, si vous en avez beaucoup bien sûr, enfin plus que 10 quoi, classez-les sur des fichiers Excel ou Word ou autres, pardon, faites-vous une liste avec voilà, le détail de ce que vous avez. Plus tard, ça vous sera utile. Moi, j'ai un ami collectionneur qui m'a beaucoup influencé à mes premières années. Lui, il a carrément un tableau Excel avec, pour chaque type de whisky, comme il a énormément de whisky, pour chaque type de whisky, quel est le meilleur moment idéal, ça c'est subjectif, il faut reconnaître, apéritif, digestif, veillé, etc. Il classe tout comme ça. Et il a aussi un système qui lui calcule quel est le whisky qu'il faudrait qu'il déguste, qu'il n'a pas dégusté depuis longtemps. Alors, quand vous en avez plusieurs centaines, la question peut se poser. Bien sûr, ce sans préjuger de l'envie du moment. Voilà, il faut que ça reste humain. Moi, j'ai pas envie d'une intelligence artificielle qui me dit quel whisky je dois déguster. Voilà, au passage. Donc voilà, mon expérience fut de commencer avec 2 whiskies dans mon petit garde-manger du 14e arrondissement, et il n'y avait pas la place pour plus de 10 whiskies. C'est à l'époque que je m'intéressais à d'autres. M'intéresser, c'est un bien grand mot, où j'avais d'autres spiritueux qui sont plus ou moins liés à mes origines dans mon petit garde-manger Rikiki, pas plus grand que la place qu'il y a devant mon écran. Mais voilà, ça avait son charme. Où j'en suis? Voilà, alors maintenant on va... donc oui, j'ai vaguement parlé des conditions de conservation, j'y reviendrai. Quand vous avez terminé une bouteille, mon conseil, gardez votre bouchon, s'il est en bon état, parce que à chaque bouteille correspond... Enfin, il y a grosso modo 4 tailles principales de bouchons, à ma connaissance, 4 ou 5. Et pour les whisky écossais, c'est grosso modo 3 tailles. 16 mm, 17 mm, 19 mm. Alors, sauf les carafes qui sont plus larges, plus belles, plus luxueuses. Le Glenlivet, ça doit être du 17 mm. Ça, c'est le diamètre du bouchon. Quand je parle de bouchon et de millimètres, bien sûr, je parle de la distance de là à là. Je parle pas du capuchon, du bouchon. Voilà. Donc ça, pourquoi je dis ça? C'est parce que vous avez des sites en ligne, notamment en Allemagne, sur lequel je me repose beaucoup, Bouteille et Bocaux, tant pis, je fais la pub, où vous pouvez choisir avec la taille du millimètre des bouchons de rechange, en ce que moi je vous conseille quand vous avez des problèmes comme moi, en silicone ou en liège fortement compressé, beaucoup plus dense que celui-ci ou ce que vous fournit, avec risque de casse bien moindre. Et silicone traité pour l'alimentation, pour moi c'est l'idéal, ça bouge quasiment jamais, et ça donne une étanchéité beaucoup plus fiable. Et en plus, sur certains sites comme celui évoqué, alors c'est un petit peu plus cher, c'est pas grand chose, mais vous pouvez avoir pour quelques centimes de plus la partie, j'ai oublié le nom, désolé, donc le capuchon, la partie plus haute, la coiffe, je ne sais même plus comment ça s'appelle, pardon, avec une couleur particulière. Ce qui peut être intéressant soit pour avoir la même que le col ici, que ce qui enveloppe le col, pour avoir une homogénéité quand même, pour la présenter, etc., ou si vous faites des vidéos. L'autre, c'est pour distinguer par exemple le type de whisky. Voilà, souvent on voit des Islay qui sont avec un bouchon vert foncé. Ça peut vous aider pour ça aussi. Bref, je ne vais pas être long là-dessus. Comme je vous ai dit, j'y reviendrai. Maintenant, pour revenir sur... Je pense que, ouais, bon, je vais la porte tenir si on la voit pas bien. Voilà, avant de rentrer dans le détail de ce que vous pouvez trouver, je vais surtout m'adresser aux lecteurs francophones à partir de maintenant, enfin francophones, français spécialement métropolitains, par rapport à l'offre que vous pouvez trouver. Mais juste avant ça,
J'ai parlé de cavistes, etc. Mais bien sûr, vous pouvez aussi consulter quelques livres que je vous conseille. Alors là, c'est pas tant sur le profil aromatique, parce qu'il y a quelques rares notes de dégustation, mais c'est surtout, voilà, qu'est-ce que vous pouvez trouver par distillerie, qu'est-ce qui est sorti par année récente ou un peu moins récente. Aussi, les autres pays du whisky, il y a pas mal d'informations utiles et réactualisées chaque année. Alors là, c'est une édition d'il y a quelques années, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les livres, mais ça aussi, Whisky du Monde, c'est un collectif sous la direction de Charles McLean. Je vous le conseille beaucoup parce que pour le public non spécialisé, je trouve ça très intéressant. Vous avez des choses sur les métiers du whisky, mais vous avez aussi des petites chroniques, des petites notes de dégustation sur les différents whiskies. Par exemple, je cherche s'il y a des choses. Voilà, là, vous avez un gros plan sur la Frog. Je parlais de la Frog tout à l'heure. Ils expliquent les procédés de fabrication de la Frog, la tourbe, etc. Voilà, ça peut vous inspirer aussi pour vous spécialiser. Alors, quelque chose qui est sorti il y a quelques années, alors il faut réactualiser, mais version française préfacée par Thierry Bintel, la maison de whisky. Et également un collectif sous la direction de Dominique Rochereau, qui est un grand écrivain de whisky. 1001 whisky qu'il faut avoir goûté dans sa vie. Là, je peux vous dire qu'il y a énormément de choses et des critiques pour chacun des whiskies. Donc, c'est quand même sympa. Parfois, il y a des belles photos aussi. Et vous avez aussi la mention de bouteilles qui se font un peu rares, mais que vous pouvez toujours trouver en vente aux enchères. Là, vous avez un beau Glencadam 78 en carafe. Bon, là c'est un exemple un peu cher, mais il y en a des moins chers avec les blends. Voilà, donc il y a ça. Ensuite, voilà, je vais revenir vite fait sur ce que vous pouvez trouver et sur vos objectifs de collection. Donc avant que j'oublie ce que vous pouvez trouver en France, vous pouvez trouver des whiskies sur les 5 pays fondateurs du whisky historiquement, les 5 premiers. Écosse, enfin pays, bon, c'est... Je distingue l'Écosse, mais bon. Vous pouvez trouver des whiskies écossais, vous pouvez trouver des whiskies irlandais, américains, du Nord, je veux dire. États-Unis, Canada, Japon, France. Ça, vous pouvez trouver facilement. Bien sûr, c'est pas la même offre qu'aux États-Unis, mais vous pouvez trouver ça facilement en France. Même les grandes surfaces, pour vous dire, et notamment celles qui sont considérées de luxe, comme celle qui est près de chez moi, ma chance, et mon calvaire pour ma banque, bon, vous pouvez trouver quand même des choses intéressantes maintenant, et vous pouvez aussi trouver des choses sur les pays suivants. L'Angleterre, vous avez au moins 3-4 distilleries que vous pouvez trouver par exemple à la maison de whisky, j'en reparlerai. Le pays de Galles, l'Allemagne, c'est plus compliqué, on a perdu un distributeur pour Slears notamment, grâce auquel j'ai pu avoir 5 avec la liqueur de chez eux. Vous allez pouvoir trouver des Saint Kilian, mais ça va être compliqué. Donc l'Allemagne, c'est encore tangent. La Belgique, c'est compliqué aussi. Belgianol est parfois distribué en France, parfois non. Il n'y a pas de distribution solide. Pareil pour la Hollande. Le Danemark, maintenant, vous avez par contre, vous avez Braunstein et vous avez surtout Stoning qui est distribué. Donc la Tchéquie, vous avez que Hammerhead qui est une distillerie fermée, si j'ai bien compris, mais vous pouvez toujours en trouver via la maison whisky par exemple. La Suède n'est représentée, il y a plus d'une dizaine de distilleries, mais il n'y en a toujours que 3 ou 4 en France. Ceci étant dit, vous n'êtes plus obligé de n'acheter que du Mackmyra. Vous pouvez trouver maintenant du High Coast, y compris parfois en grande surface. Pour les autres distilleries comme Bergslagen, qui est pas, bref, c'est pas une distillerie, mais c'est on peut considérer ça comme sous licence, voilà. Great Titan sous licence de Bergslagen. C'est un peu comme Karuizawa avec Number One Drinks, parce que c'est une distillerie fermée. Donc l'Afrique du Sud, c'est compliqué, mais si vous allez sur des sites en ligne,
Français, vous pouvez quand même trouver le Baines Single Grain que je vous recommande chaudement. Three Ship, c'est plus compliqué, ça appartient à la même distillerie. Norvège, Finlande, c'est très difficile. Terrenpeli de Finlande, parfois est en vente, mais c'est surtout dans les sites anglo-saxons ou européens continentaux. Il faut savoir que l'offre Belgique, Allemagne, Luxembourg, Hollande est beaucoup plus importante pour les whiskies européens qu'en France, mais bon, et parfois aussi pour certains embouteilleurs anglo-saxons qu'on ne trouve pas ici. L'Australie, vous avez alors des distilleries, moi j'en ai représenté une il y a 10 ans qui était distribuée en France à Tasmania Distillery, Sullivan's Cove, et là celle ne l'est plus. Mais vous avez Helios Road et vous avez Starward, surtout que je vous recommande. Taïwan, vous avez Kavalan, l'une des deux distilleries connues en Occident. Vous avez Nantou aussi, qui parfois se rebaptise Yushan. Donc les produits, c'est Omar ou Yushan. La Chine, bientôt, il y a des distilleries écossaises et chinoises qui ouvrent, qui vont faire du whisky, c'est trop tôt. La Suisse, c'est compliqué. Santi, c'est difficile à trouver, par exemple. Le Brésil, ça commence, mais en France, c'est encore pas distribué. J'ai des échantillons, merci Sonia, qu'il va falloir que je déguste bientôt. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, grosso modo, de la plupart des pays dont vous pouvez trouver. L'Islande avec Heimwerk et Floki, la marque. Vous pouvez en trouver via les whiskies du monde. L'Italie, la distillerie Puni via la maison de whisky, mais c'est pas tout le temps. Donc Angleterre, oui, comme je disais, Cotswolds par la maison de whisky Philae Bay, Spirit of Yorkshire, dont je vous reparlerai parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font aussi par la maison du gars. Donc il faut croiser. Grosso modo, si vous prenez les grandes surfaces, maison du whisky, maison du gars, whisky du monde, l'explorateur du goût, je sais plus qu'est-ce qu'il y a encore. Il y a plein de comme ça de petites maisons. Vous pouvez avoir l'accès à pas mal de choses. Ensuite, moi, avant de... Est-ce que je vais avoir le temps pour ça? Pas sûr. Moi, je vous engage aussi à pas vous fermer, bon, je vais être très court là-dessus, à toutes les options d'autres spiritueux, ne serait-ce que pour faire des comparaisons. Ayez-en qu'un ou deux de qualité, mais ayez un cognac, un armagnac, des choses vieillies en fût, je veux dire, bien sûr. Cognac, armagnac, rhum, Calvados peut-être aussi, mais surtout cognac, armagnac, rhum. Vous allez voir que plus on avance en âge, plus on avance dans la qualité des fûts et du distillat, plus il y a des passerelles aromatiques qui se font, qui sont passionnantes. Je dirais notamment entre le cognac de qualité en petit lot et sans additifs et le single pot still irlandais. Il y a des passerelles étonnantes au niveau aromatique. J'en ai déjà parlé, j'en reparlerai. Pour revenir sur la collection écossaise, vous voulez faire une collection écossaise, vous pouvez faire l'Écosse par région. Alors, sachant que les régions sont définies en Écosse par le fait qu'il y ait au moins 3 distilleries par région, bien évidemment, il y a des régions pour lesquelles vous n'avez pas de définition d'île en particulier, notamment, mais c'est regroupé sous le vocable Highlands, ou alors Islay, parce que... où est-ce qu'elle est? Je suis à côté de la plaque. Islay est ici. Islay a une dizaine de distilleries, il y en a d'autres qui sont en train d'être construites. Donc là, forcément, vous avez du choix, et vous pouvez vous dire, bah, je vais avoir toutes les distilleries d'Islay. Maintenant, si vous voulez toutes les distilleries d'Islay, il y a aussi celles qui sont fermées dans Port-Ellen, ma préférée. Là, pour le budget, je ne vous explique pas, c'est 4 chiffres. Maintenant, vous pouvez vous dire, je veux un whisky de toutes les îles, même celles qui ne sont pas répertoriées et qui sont sous le vocable Highlands. À ce moment-là, vous pouvez vous acheter un Arran non tourbé ou tourbé, le Macrimori tourbé, ou un Lag, leur nouvelle distillerie, parce que c'est en vente en France maintenant. Mon Jura n'a pas les faveurs, surtout vu ce qui sort ces dernières années, qui est assez décevant. Mais moi, j'en ai 2 qui sont très sympas et pas très chers, qui sont d'il y a 10 ans au moins. Vous pouvez avoir un Jura. Vous pouvez aussi, sur l'île de Mull, vous avez Tobermory, la distillerie qui fait des versions non tourbées nommées Tobermory et tourbées nommées le Chig, le Deg en français.
L'île de Skye, vous avez maintenant 2 distilleries au lieu d'une. Vous avez Talisker, mais vous avez aussi Torabeg en français. Et vous avez bien sûr Prabhanalin, qui est du négoce, l'assemblage de whisky. Isle of Skye, chez Dugas, bon, l'assemblage. L'île de Lewis, Harris et Lewis, en octobre, sort normalement en France aussi, croisant les doigts, le premier single malt de l'île de Harris, de Hierach, j'en ai déjà parlé en anglais. Ça peut être intéressant d'avoir un whisky de chacune de ces îles. Bien sûr, les basses terres, les lowlands, les hautes terres, les highlands qui regroupent, mais la région est séparée administrativement au terme de la Scotch Whisky Association en Speyside, la région bleue, et en highlands ici. Elle peut même se découper, si vous voulez être un peu fin, en highlands du nord, highlands central, de l'ouest, de l'est. Si vous voulez être exhaustif et avoir de tout, voilà, vous avez de quoi faire maintenant au niveau du marché écossais. Moi, à l'heure actuelle, pour vous donner un exemple, comment se découpe ma collection? J'ai une grosse majorité de whisky écossais. J'ai tout de même, en whisky écossais, j'ai quand même 45 blended whisky, 21 blended malt, 4 single grain, j'en ai pas assez malheureusement, et un blended qui est l'hédonisme évidemment, puisque pour l'instant il n'y en a pas d'autres, ou très peu médiatisé. J'ai la répartition des single malt, elle est grosse majorité Speyside, Highlands tout de suite derrière, mais à la même hauteur pratiquement que les Highlands, 66 whisky des Highlands, 64 d'Islay, vous voyez. Ça c'est parce que j'aime beaucoup le style d'Islay aussi. Campbelltown on a une trentaine, Orkney 19, Skye 9, c'est que des Talisker. L'île de Mull c'est 3 Letcheg, Jura 2 et Arran 8. Voilà. Après ça se répartit suivant mes goûts de distillerie, Springbank en premier, Highland Park, Bowmore, et ensuite après bien sûr les opportunités au niveau des prix. Voilà. J'ai pas parlé beaucoup des négociants, avant, je vais vous dire aussi, j'ai des whisky grosso modo de 15 pays différents. Je vais pas tout redétailler, mais voilà, c'est grosso modo ceux dont je vous ai parlé qui sont les plus accessibles. Maintenant, j'ai aussi 29, finir avec ça, j'ai 29 négociants différents. C'est une chose que j'ai oublié de mentionner avant. Vous pouvez, si vous voulez, vous spécialiser dans les achats que de whisky de négoce. Whisky de négoce, rappelons-le, qui sont à la base quand même des whiskies faits par les distilleries, mais dont le distillat jeune ou âgé est revendu aux négociants via des intermédiaires ou pas. Le style final de ces bouteilles, qui sont souvent des single cask ou des small batch, donc fût unique ou petit lot, ne sont pas forcément représentatifs du style, s'il n'y en a qu'un seul, compliquée question, de la distillerie, et vice-versa, dans le sens où vous n'aurez pas forcément en version officielle, la version la plus pure, parce qu'il y a la question du caramel ajouté, de la filtration, etc. Donc moi ce que je vous conseille, c'est si vous avez une version que vous trouvez emblématique et caractéristique de la distillerie, à travers ce que vous avez goûté ou entendu dire, tenez-vous à cette version-là, qu'elle soit officielle ou pas officielle. Pour moi, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le rapport qualité-prix et à quel point vous pourrez avoir quelque chose qui est représentatif sans vous couper un bras. Voilà. Bon, je vais arrêter là, je pense que c'est déjà très long. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Si vous avez des questions, de conseils, alors si c'est très poussé avec des détails et tout ça, c'est normal que ce ne soit pas du conseil gratuit, mais si c'est des questions comme ça auxquelles tout un chacun peut... n'hésitez pas sous la vidéo à poser vos questions et puis à commenter. Est-ce que ça vous a aidé? Voilà ce que je vous ai dit. Est-ce que ça vous aide à vous orienter vers tel ou tel type de collection, etc. Dites-moi ce que vous en pensez. Aussi, la carte derrière moi, j'en reparlerai
Parce que je vais vous proposer des dégustations. Je ne vais pas vous montrer les bouteilles tout de suite, mais il y a 4 whiskies français et il y a des whiskies étrangers. Et donc c'est une carte que j'ai pu obtenir grâce à Cédric de So Whisky. Merci Cédric, encore une fois. Faite par At Home Whisky, Hassan et son équipe, je ne sais pas combien ils sont. Une carte des whiskies français qui est une carte qui est non exhaustive, mais qui est une première carte qui permet, avec des petits conseils en bas, des petits détails, de vous expliquer comment ça marche, question whisky français, commencer à faire une cartographie sympathique avec la tête des bouteilles et tout, des miniatures des bouteilles, je trouve ça chouette. Je vous la représenterai de plus près parce qu'elle est un peu brillante, avec mes lumières, elle est difficile à voir de loin, c'était pas le sujet principal d'aujourd'hui. Bien sûr, vous pouvez vous constituer, avant que j'oublie, c'est quand même super important, l'Écosse est à environ 140 distilleries et je suis même pas sûr que ça englobe les distilleries fermées dont on peut encore trouver des bouteilles sur le marché. La France, on est passé quand j'ai commencé de 5 distilleries, il y a 25 ans environ, à 130 distilleries annoncées et 82 actives avec potentiellement un produit fini ou en passe d'être fini, commercialisé. Donc vous pouvez très bien vous dire, moi j'aime le whisky français ou je suis cocorico, je veux avoir une collection que de whisky français. Ou je veux qu'une partie de ma collection soit des whisky français. Alors sachez que les principales caves et les grosses maisons, maisons de whisky, etc., elles sont, Maison Whisky est de plus en plus bien approvisionnée puisqu'elle a aussi une collection qui s'appelle Version Française, qui est une sorte de marque de négoce de la maison de whisky, si on peut dire, ou license bottling aussi, on pourrait dire. Encore que c'est pas la même chose que Gordon et MacPhail dont j'ai longuement parlé en version anglaise. Voilà, vous pouvez trouver de plus en plus de choses, mais sachez que comme pour d'autres pays, il y a énormément de micro-distilleries en France. Donc ça veut dire que vous ne pouvez trouver leur whisky la plupart du temps que localement ou en ligne, s'ils ont une boutique en ligne. Donc pour la distribution, c'est pas encore tout à fait au point. Et là encore, il faut croiser les sources. Si vous croisez les sources que je vous ai données d'approvisionnement, Maison du Whisky, Maison du Gars, le Whisky du Monde, l'Explorateur du Goût, qui ont notamment Fontagar, que je n'ai pas encore goûté. Quoi d'autre encore? Les Bienheureux pour l'une des distilleries dont je vais parler, et quelques autres, je n'ai pas forcément tout en tête. Vous devriez pouvoir vous y retrouver. Et lorsque dans les grosses boutiques vous n'avez qu'une seule version, je vous engage vraiment, c'est ce que j'ai fait pour Artesia, à aller voir sur le site de la distillerie. Et si vous pouvez aller visiter la distillerie, bien sûr, vous trouverez des choses beaucoup plus pointues. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que c'était intéressant, que c'était utile. Dites-moi ce que vous en pensez et quelle est votre expérience de débuter une collection ou d'entretenir une collection. Qu'est-ce que vous avez à conseiller peut-être aussi aux autres? Et je vous dis à bientôt pour cette fois une vidéo de dégustation. Au revoir.